Dit, nous recevons le docteur Cheikh Khadim Bamba Diagne, économiste également. Bonjour. Bonjour. Alors, bonsoir. Aujourd'hui ou demain, nous allons inaugurer un stade olympique qui coûte plus de 175 milliards de francs CFA, entièrement fait par la Turquie. D'abord, votre lecture sur ce joyau sportif que nous allons réceptionner demain. Je pense qu'avec la finale de la Coupe d'Afrique, les sports sénégalais méritent tout, hein, surtout les footballeurs. Et je pense que le Sénégal aussi mérite, comme nous sommes un pays de football, nous méritons vraiment d'avoir un stade de niveau mondial. Et bon, prions pour qu'après la gestion soit efficiente, parce que quand même c'est un stade de dernière génération qui demande aussi en fait un entretien permanent. Mais je pense que le sport sénégalais, au-delà de l'aspect quantitatif, mais ce que le football nous a apporté en termes de qualitatif, en termes de bonheur, pour moi, il n'y a pas de prix, quoi. On ne peut pas le quantifier. Donc 175 milliards, c'est pas trop cher pour un stade du genre? En tout cas, c'est un peu compliqué pour un pays en développement, parce que les pays en développement ont des urgences partout. Mais je pense que parfois, il faut fermer les yeux sur certaines choses. Parce que le sport a quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous traversons des moments extrêmement difficiles au Sénégal. Le Sénégal était stressé, je ne dis pas, le pays même était stressé. Mais je pense que l'arrivée de la Coupe d'Afrique a changé un tout petit peu la donne. Et je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas quantifier, mais on peut le qualifier. Et donc, pour moi, le sport sénégalais, heureusement qu'on a pris la Coupe d'Afrique. Donc, je pense que, voilà, fermons les yeux, c'est une bonne chose. Alors, le stade a été entièrement construit par la Turquie qui a fait notre aéroport, le centre Abdou Diouf et maintenant le stade olympique. Comment expliquez-vous en tant qu'économiste cette présence des Turcs dans nos grands projets? Alors, la Turquie est un pays émergent, comme tous les pays émergents. Une fois que les entreprises commencent à grandir, elles vont chercher maintenant des débouchés, elles vont chercher des marchés. C'est le cas de la Chine, c'est le cas des pays du Moyen-Orient. Et donc, quand ces pays-là cherchent des débouchés pour leurs entreprises, l'Afrique est toujours un marché. On dit souvent que l'Afrique est l'avenir du monde. On ne dit pas l'Afrique, les Africains sont là, mais l'Afrique. Et donc, chacun va mettre en place une stratégie pour voir ces 1,5 milliard de consommateurs, comment faire pour y prendre un marché. Et donc, la Turquie aujourd'hui traverse des moments extrêmement difficiles parce que le pays est en récession depuis presque 2 ans à cause de la Covid. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le président turc va porter le secteur privé turc. Et ce qui est juste, ce qui est normal, c'est que c'est le président turc qui va aller en Afrique chercher des marchés pour les entreprises turques. C'est pour cela que c'est intéressant d'avoir le stade, mais je pense que nos États doivent négocier la prochaine fois pour qu'il y ait au moins un transfert de technologie. Mais c'est ça, justement, c'est ça où le bas blesse, les transferts de technologie, parce qu'ils construisent, ils exploitent, et puis voilà, les non-nationaux dans tout ça. Même pour les grands projets, on ne les sent pas dans les grands projets de l'État. Ça, c'est le problème des économies des pays en développement. Parce que ce que le président turc fait, c'est ce qui est rationnel, c'est ce qu'on attend d'un président de la République. Un président de la République doit porter son secteur privé. Parce que quand vous portez votre secteur privé, c'est que vous allez créer du travail pour les nationaux, vous allez augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, augmenter le nombre de salariés, augmenter aussi les impôts sur le bénéfice de l'État. Maintenant, si nous aussi, dans les négociations, on privilégie toujours de travailler avec les pays émergents ont des stratégies. C'est-à-dire que ce sont des pays qui ont des stratégies définies. Comment faire pour avoir des parts de marché dans le continent africain? Ça, c'est la stratégie. Maintenant, quelle est la stratégie du Sénégal? Le problème, ce qui manque, c'est qu'on n'a pas encore une stratégie extrêmement qu'on a fignolée, réfléchie, qui nous permet à n'importe avec n'importe quel partenaire de pouvoir gagner, même si à un moment donné on peut perdre en termes de liquidité. Mais pour une fois, c'est-à-dire que quand tu travailles avec les Turcs pour construire un stade, ou bien centre Abdou Diouf, ou bien Arena, ou bien l'aéroport, mais l'État du Sénégal devait se préoccuper du secteur privé national pour permettre à ce secteur privé-là d'avoir maintenant
la connaissance, le savoir-faire pour faire les mêmes infrastructures au Sénégal ou bien dans un autre pays africain. Mais malheureusement, comme ce qui s'est passé avec l'eau Kër Momar Sarr, si même il y a un boulon qui est en difficulté, on est obligé d'aller en France appeler. Mais pourquoi nos États, ou même le Sénégal, l'État du Sénégal, n'exige pas ce transfert de compétences? Je pense que ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail. Il faut quelque part qu'on sorte de cette passion-là. Oui, c'est bon, on a... Parce que diriger un pays africain, parfois, c'est très simple. Parce que le dirigeant africain, lui, il se préoccupe de l'infrastructure. Voici ce que j'ai fait pour vous. Mais il ne nous dit jamais à quel coût. Est-ce que c'est le meilleur prix? Est-ce que le projet est efficient? Mais l'essentiel, c'est qu'on se dit, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Et à quel coût et comment on va le rembourser? Malheureusement, bon, je sais qu'en ces périodes, c'est un peu compliqué pour l'État de recommencer encore une grande infrastructure. Il nous faut faire confiance au secteur privé national parce que je ne sais pas un pays qui peut s'en sortir sans un secteur privé national. Et pourquoi justement l'État ne fait pas confiance au secteur privé national? On a vu partout, ce sont les étrangers, le TER, c'est la SNCF qui gère pratiquement côté maintenance, l'autoroute à péage, tout ça, l'aéroport, le nouvel stade qui va venir, le centre Diamniadio et tant d'autres infrastructures de grande envergure. Mais c'est pour cela que nous sommes en train de changer le visage du Sénégal, mais on ne change pas les Sénégalais. C'est-à-dire que la situation économique du Sénégalais n'évolue pas. C'est comme la Guinée équatoriale. C'est un pays qui a des taux de croissance de 30%, où il y a des infrastructures à n'en plus finir. Mais les gens sont pauvres, les gens n'ont même pas les moyens d'acheter certaines maisons ou certains appartements. Parce que toutes ces grandes infrastructures ont été faites par des entreprises étrangères. Au Sénégal, il faut qu'on règle un problème avec les hommes politiques au Sénégal. Parce que l'homme politique sénégalais est capable, au lieu d'avoir une stratégie, qu'on est le Sénégal, quelle est la stratégie du Sénégal d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, le président de la République peut aller en Russie, voir un stade, je veux ce stade-là. Voilà. On fait le stade. Est-ce que parce que 175 milliards, ça doit entrer dans une politique extrêmement bien définie, bien réglée. Les autres pays mettent en place des stratégies pour capter des parts de marché. Et ce sont ces parts de marché-là. L'Afrique, aujourd'hui, les gens se battent pour avoir des parts de marché. Le Sénégal, c'est une porte d'entrée. Le malheur est que ce qui manque, c'est une stratégie endogène. C'est-à-dire comment l'État du Sénégal doit travailler avec son secteur privé national, voir ses insuffisances, comment faire pour compléter ces insuffisances avec des grandes entreprises internationales pour leur permettre d'avoir un savoir-faire. Mais c'est la question que je vais vous reposer. Pourquoi l'État ne soutient pas son secteur privé national? C'est un problème. C'est un problème parce que d'habitude, l'État choisit toujours des projets, des grandes infrastructures, parfois qui ne sont pas à la portée de notre secteur privé national. Et ça, c'est un problème. Maintenant, certains pays le faisaient, comme la Chine. Mais qu'est-ce que la Chine faisait? La Chine veut faire un métro, par exemple. Elle peut commander des métros en France, mais avec, dans les conditionnalités, un transfert de technologie pour que dans 10 ans, 15 ans, c'est la Chine qui va maîtriser comment on fait ce business-là. Et 15 ans, 20 ans, la Chine même va vendre plus que les Français. Mais malheureusement, chez nous, on n'a pas... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on règle le problème de nos hommes politiques. Parce que l'homme politique sénégalais, jusqu'à présent, il pense qu'il peut faire ce qu'il a envie de faire. S'il y a ce qui est bien pour le peuple et ce que l'homme politique veut faire. Vous voyez parfois toutes les grandes infrastructures, c'est le président, comme le disait l'autre. La loi, c'est la volonté du roi. S'il veut le roi, s'il veut la loi. Si le président veut qu'on ait demain une université, on va avoir tout de suite une université. Alors que on avait commencé avec le plan Sénégal émergent, mais parfois vous voyez des projets, bon, d'une manière holistique, on peut dire que oui, on peut le trouver sur le plan Sénégal émergent, mais d'une manière vraiment... Quand on voit les PAP, les programmes d'action prioritaires, parfois on voit que les choses sont bien définies, mais l'homme politique peut prendre des décisions, faire ce qu'il a envie de faire. Et donc il faut qu'on corrige l'homme politique. L'homme politique doit entrer dans un canal défini par son secteur privé. Le président Macky Sall, comme tous les présidents au monde, doit protéger son secteur privé. Le secteur privé aussi ne s'impose pas.
Mais parce que notre secteur privé a été... Non, on a je ne sais pas comment je peux le dire, on a affaibli notre secteur privé. Je vous dis souvent que ce qui fait le plus mal quand le président de la République reçoit des invités d'autres, ses homologues présidents au centre Abdou Diouf. C'est joli, moi je veux avoir ce même centre-là qu'il a fait. Oui. Le président ne va jamais appeler le secteur privé national. Or, il pouvait traiter avec les Turcs, vous allez construire ce centre-là avec des Sénégalais. Absolument. Demain, je peux dire que c'est des Turcs avec des Sénégalais. Oui. C'est des Turcs avec des Sénégalais. Absolument. Si le Bénin veut avoir le même centre, oui, les Sénégalais peuvent le faire, et ainsi de suite. Parce qu'il faut permettre, il faut que les gens comprennent que l'État est le plus grand gagnant du secteur privé. Oui. Le secteur privé, Binta, quand elle fait 100 milliards de bénéfices, 33% ou 30% de ces bénéfices-là appartient à l'État. C'est ce qu'on appelle impôt sur les bénéfices. L'État va prendre 30 milliards sur son bénéfice. Tous les travailleurs, l'État va prendre impôt sur le revenu. Tout ce que le secteur privé achète, l'État aussi va prendre taxe sur la valeur ajoutée de 18%. Donc ça veut dire que l'État est le plus grand gagnant d'une entreprise. Mais comment on peut toujours laisser nos États contracter avec l'extérieur qui vont venir comme des frappes chirurgicales, ils vont faire la chose et repartir avec la technologie, avec le savoir-faire. Et malheureusement, nous allons avoir des secteurs privés très faibles. Et pendant la Covid, le secteur privé marocain a donné plus de 1000 et quelques milliards à son roi. Absolument. On avait du mal à donner 10 milliards au Sénégal. Parce que le grand problème est que un État a besoin d'un secteur privé fort. Tous les pays du monde voyagent avec leur secteur privé parce que le seul gagnant, c'est l'État. Parce que si les Sénégalais aujourd'hui n'ont pas de job, mais c'est parce que les marchés qui devaient absorber une bonne partie du chômage, sont des marchés gagnés par des entreprises étrangères. Je n'ai rien contre les entreprises étrangères, mais ce que le président turc fait, ce que le président chinois fait, ce que les autres présidents font, c'est ce que le président Macky Sall doit faire. Absolument. Comment faire pour que ce qu'on appelle porter son secteur privé. Parce que pourquoi le président le fait? Il ne le fait pas parce que oui, il aime ou déteste Binta Diallo, parce que c'est lui le grand gagnant. C'est-à-dire que tout ce que Binta Diallo gagne, 30% appartient à l'État. Comment maintenant on veut enrichir un pays? On tue son secteur privé et enrichir le secteur privé international. C'est quand même paradoxal. Et les autres aussi mettent toujours en place des stratégies simples. Mais qu'est-ce que le président turc, aujourd'hui, son économie traverse des moments difficiles. La Turquie est en récession. Mais depuis un bon bout de temps, il est en Afrique, il vient du Congo. Qu'est-ce qu'il cherchait au Congo? Des marchés. Des marchés pour qui? Pour son secteur privé. Et donc, c'est le job d'un président de la République. Le président Macky Sall doit porter son secteur privé. On ne peut pas s'en sortir sans un secteur privé fort. Parce que c'est le secteur privé qui permet à l'État d'avoir des ressources. Aujourd'hui, on emprunte, mais est-ce qu'on peut continuer toujours à emprunter si on aura du mal dans quelques années à rembourser même notre endettement parce qu'il n'y a pas assez de ressources mobilisées. Et comment on peut donner de l'emploi aux jeunes alors que le secteur privé national ne peut pas s'en sortir? Mais c'est pour cela que le grand problème est que nos États, je n'ai rien contre les infrastructures, mais nos États doivent comprendre que un pays en développement, surtout un pays pauvre, on ne peut pas avoir, notre secteur privé ne peut pas avoir des marchés en Turquie, il ne faut même pas rêver. Notre secteur privé ne peut même pas avoir des marchés en Chine, des pays presque développés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette compétence. Non, ils mettent en place des stratégies pour protéger leur marché. Leur marché, c'est pour eux. Absolument. Maintenant, après, une fois qu'ils protègent leur marché, ils vont aller conquérir d'autres marchés. Alors, s'ils viennent en Afrique, ils trouvent des hommes politiques qui veulent toujours... C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Parce que chez nous, on ne demande pas le coût. Binta peut me dire que voilà, c'est moi qui ai acheté la télévision. Au lieu de lui demander combien tu l'as acheté, est-ce que c'est le meilleur prix? On vous dit que c'est joli. Mais pourquoi vous êtes méchant? Ben, c'est une télévision, c'est joli, il faut apprécier la télévision. On doit apprécier la télévision, mais le prix, est, pour moi, est extrêmement important. Il nous faut vraiment faire focus si nous voulons sortir de cette situation-là. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué pour nos économies qui, depuis de 2012 à 2022, on est passé de presque 2600 milliards d'endettement à plus de 10 500 milliards d'endettement, presque 8 000 milliards d'endettement de plus. C'est comme si chaque année on empruntait 1000 milliards. À un moment donné, on ne peut plus emprunter. Mais si on ne produit pas de ressources à l'intérieur du pays, tout ce dont notre secteur privé, le président devait, par exemple, toutes les stratégies que le président devrait faire, par exemple, d'ici à 2024, ou bien le prochain président, c'est
de mettre sur la table des marchés que notre secteur privé peut réaliser. Absolument. Mais on ne peut pas demander à un secteur privé de réaliser quelque chose, mais un secteur privé aussi faible, aussi fragile. Ça me fait toujours mal de voir que avec tout ce qu'on fait, ce qu'on a fait avec la Gambie, avec la Guinée-Bissau, on devait entendre des grandes entreprises sénégalaises gagner des marchés là-bas. C'est comme ça qu'on développe une économie. Parce que ça marche. Et quand on investit quand même sur les infrastructures de haute facture, il faut quand même s'attendre à un retour sur investissement. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on aura ce retour sur investissement? Par exemple sur le terre, par exemple peut-être sur le stade, par exemple sur l'aéroport, sur beaucoup de choses. Bon, le terre, on ne peut pas dépenser 780 milliards pour acheter un terre. Pour 25 ans de service de la dette, c'est presque 50 milliards, 40 à 45 milliards par an. Alors que ce que les gens oublient, c'est que le terre va partager le même marché que l'autoroute à péage. Et l'autoroute à péage, pendant 10 ans, a fait un chiffre d'affaires de 149 milliards. Tu divises par 10, c'est comme 14 milliards de chiffre d'affaires par an. Je dis bien chiffre d'affaires. Si ce marché-là, maintenant, va être divisé par 2 entre le terre et l'autoroute à péage, comment on peut penser que le péage peut faire 45 ou 50 milliards par an? C'est pas possible. Ça veut dire que l'État va faire des compenses, de gré ou de force. L'État va prendre encore de l'argent pour subventionner ou bien pour encore aider l'entreprise à ne pas tomber en faillite. Donc, tout ça, ça demande des réflexions. Maintenant, le Sénégal va dire que oui, on a besoin de ça, c'est intéressant, nous sommes modernes, oui, mais vous êtes pauvres. Parce qu'il y a des gens qui auront du mal à prendre le terre, alors que 780 milliards, je pense que quand on est un État pauvre, on fait des arbitrages. On fait des arbitrages. Moi, je dis souvent à mes étudiants que si vous êtes étudiant, vous avez 10 000 francs, ou bien vous avez 20 000 francs, vous n'avez pas besoin d'aller dans un resto où vous allez payer les 20 000 francs. Acheter des tickets pour tout le mois, pour moi, c'est ce qui est plus logique. C'est-à-dire que, ah oui, tout le monde va au resto, moi je vais aller au resto, tu vas le faire, tu vas manger quelque chose qui n'est même pas de ton goût et qui va absorber toute ta liquidité. Donc je pense qu'il faut que nous soyons rationnels. Nous sommes des pays en développement et tous les pays en développement ont commencé par construire une économie solidaire. Les gens règlent le problème des 3 repas quotidiens. De survie. Il est difficile pour un pays en développement d'avoir de ne pas avoir une politique de sécurité alimentaire. Au Sénégal, la pauvreté est là, quoi qu'on puisse dire, les gens sont pauvres. Extrêmement. Et comment maintenant dépenser autant d'argent? Pour moi, le président a décidé, au lieu de lutter contre la pauvreté, de chercher l'émergence. D'imposer des infrastructures dont on n'a pas encore besoin. Oui, c'est pour cela qu'à un moment donné, c'est pour cela que c'est un challenge. Et pour le stade, je pense que ceux qui vont gérer le stade commencent à réfléchir sur comment trouver des sponsors, des parrains, des grandes entreprises de la place. Parce qu'il y a 800 millions de dépenses annuelles. En tout cas, j'ai entendu ce matin le directeur de la SOGIP dire qu'ils n'ont pas fait le stade pour avoir de l'argent. Et c'est ça du grand n'importe quoi. Parce que le problème est que nous sommes un pays en développement. C'est-à-dire quand vous avez un pays en développement, chaque franc doit être justifié. Absolument. Parce que vous devez arbitrer. Je dois faire des arbitrages, je dois acheter des cahiers pour les enfants, acheter de la nourriture pour la famille, tout est prioritaire. Absolument. Mais un État, ça doit mettre de l'ordre dans ses priorités. Aujourd'hui, la stratégie de l'État, c'est de voir certaines grandes entreprises, comment accompagner ces stades-là, pour au moins régler le problème des 800 millions, parce qu'on ne peut pas avoir un stade de 800 millions, après 2 ans, 3 ans, on voit ce stade à un niveau de délabrement avancer, comme ce qui s'est passé avec le stade Amitié. Je pense que donc, il y a des grandes entreprises ici qui pèsent plus de 1000 milliards de chiffre d'affaires. Essayons de voir comment faire pour trouver des partenariats ou bien des sponsors qui vont permettre au stade, bon ça c'est l'économiste qui parle là, parce que pour moi, à chaque fois qu'on met quelque chose, la première préoccupation c'est comment faire pour rendre le stade, en fait, pour gérer sa pérennité. Et là, il nous faut des ressources continues, des ressources permanentes. Et là, je ne pense pas que la fédération peut le faire, je ne pense pas que l'État aussi peut le faire d'une manière très continue, mais le secteur privé peut le faire. En tout cas, le stade va porter le nom de Wade. Votre commentaire? Mais c'est un plaisir. Vous savez que moi, je fais partie de la génération je dis la classe 6, ceux qui sont nés en 60, 70 et 80 là, nous avons tous
quelque part en nous Abdoulaye Wade, et je pense que c'est un stade extraordinaire et qui porte le nom d'un homme extraordinaire. Ouais. Et je pense que ça revient encore, l'histoire se répète, parce que vous voyez que Abdou Diouf aussi, quand les hommes politiques, parfois ils se battent, mais à la fin, je pense qu'à un certain âge, ils deviennent plus matures dans la gestion de l'État. Abdou Diouf avait donné en même temps l'aéroport, le stade Amitié, l'avenue à Léopold Sédar Senghor. Et je pense que ça commence pour Macky Sall. C'est une très bonne chose, une chose qu'il faut saluer. Et je constate que presque tous les stades portent le nom des hommes politiques. Absolument. Les hommes politiques, on l'a par paire, quoi. Merci beaucoup, Khadim Bamba Diagne. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi